Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que vous nous voyez bien et est-ce que vous nous entendez bien? Top, nickel. Salut tout le monde. Bonjour. Bon, on espère que vous allez bien du coup. On se retrouve aujourd'hui pour un talk avec Romain sur Je crois qu'on a perdu Orlane. Elle va revenir. C'est bon. ça y est, je suis là. Vous Orlane est de m'aviez retour. voilà. Bon, je crois que on est plusieurs à avoir voulu se connecter en même temps et je suis partie. Coucou Marion. Bon, du coup, je vous disais, on se retrouve aujourd'hui pour un talk sur le prompt avec Romain. N'hésitez pas à commenter dans le chat. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Livestorm, mais vous avez un chat pour parler, pour échanger avec nous. Vous avez un onglet questions. Donc, si vous avez des questions au cours de la présentation, n'hésitez pas à le mettre dans cet onglet-là. Comme ça, Romain pourra revenir dessus à la fin de l'événement ou quand il voudra, il ne les perdra pas dans tout le chat. Par contre, si vous avez quelque chose à dire vraiment sur le cours de ce qu'on est en train de dire, n'hésitez pas à le faire directement dans le chat. Vous avez aussi la possibilité de réagir avec des petits emojis, il me semble. Je ne sais pas si vous voyez cette fonction sur votre écran, mais vous pouvez le faire. Et voilà, c'est tout pour la présentation, en tout cas, de l'outil. Moi, je vais vous présenter rapidement le wagon. Je ne sais pas si tout le monde connaît ou pas, si on a des fans de prompt ou si on a aussi des... Ah, je vois qu'il y a quelques anciens. Julie. Salut Julie. Nickel. Bon, du coup, le wagon, si vous ne connaissez pas, c'est un centre de formation immersive tech depuis 2013. On a formé 22 000 personnes dans le monde au développement web, à la data et au no-code. On est présent dans 40 villes sur tout le continent. Donc voilà, ça fait pas mal de campus et on propose des bootcamps en premier, qui sont des formations très intensives à temps partiel ou à temps plein, qui peuvent se faire sur campus ou en ligne et qui durent majoritairement 400 heures et 200 heures pour le nouveau programme Data Engineering. Donc, vous l'avez en développement web, Data Science, Data Analytics et Data Engineering. Et on a un autre format qui, lui, va plutôt être pour monter en compétence sur un sujet particulier, alors que les bootcamps vont être, par exemple, pour se reconvertir ou pour vous former un nouveau métier. Et donc, les skills courses sur de la data ou sur du no-code qui vont durer 40 heures et qui vont se faire totalement en ligne, en parallèle de votre job, le soir, le week-end, et qui vont vous permettre de travailler sur un cas concret qui peut être, par exemple, votre problème dans votre entreprise et vous allez le travailler pendant la formation et pouvoir retourner dans votre entreprise avec votre solution toute faite. Donc, voilà pour nos formations. Et aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Romain. Romain, je vais te laisser te présenter. Top, merci Orlane. C'est bon, tout le monde m'entend bien? Juste pour être sûr, avant de démarrer. Ok, super. Donc effectivement, donc Romain, j'ai 32 ans, donc je suis un ancien du wagon, notamment du wagon Bordeaux, du batch 484. Pour ceux qui, j'ai vu qu'il y a des anciens du batch 484 qui sont présents. Salut à toute l'équipe. Donc effectivement, pour me présenter rapidement, donc j'ai un profil qui se situe entre un sales, un marketeur, un petit peu de développement informatique du fait d'être passé par le wagon, et effectivement de plus en plus la partie IA. En gros, aujourd'hui, donc, je suis freelance et je réponds à deux problématiques principales. La première, c'est comment aider des entrepreneurs et des équipes à scaler leur acquisition grâce à l'intelligence artificielle et toutes les techniques de gros hacking. J'ai pas mal d'expérience dans le domaine, à la fois en startup, à Paris, à San Francisco. Et deuxième problématique auquel je réponds, c'est comment accompagner les entreprises, les décideurs et les équipes sales pour intégrer de l'IA sur n'importe quel de leurs process au niveau de l'équipe. Donc ça peut être effectivement de la formation, des interventions webinaires, des animations d'ateliers autour de l'IA, jusqu'à définir des roadmaps et jusqu'à l'intégration de projets, de chantiers d'IA pour ces équipes-là. Donc ça, on va dire, c'est deux activités. Et puis en troisième activité, j'ai aussi donc lancé un média qui s'appelle The World of AI, dans lequel donc j'ai lancé à peu près en mars-avril 2023, dans lequel je travaille des problématiques d'intégration de l'IA dans les entreprises et je trouve des solutions, je documente tout et je partage gratuitement sur mon blog et newsletter.
Donc, vous pouvez taper The Word of AI dans Google et vous accéderez du coup gratuitement il y a à peu près une dizaine de tutos très opérationnels que vous pouvez tout de suite utiliser. Du coup, ce que je vous propose pour cette session, donc on est ensemble pendant à peu près 1 heure. Donc l'idée, effectivement, ça va être de rentrer un petit peu plus dans la partie, donc déjà expliquer ce que sont les IA génératives et ce qu'on peut faire et ne pas faire avec. Aussi répondre à ces questions qui est assez fondamentale, c'est pourquoi est-ce qu'on a une adoption aussi massive des IA génératives dans le monde des entreprises de façon générale. Et ensuite, effectivement, rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qui touche finalement au prompt engineering. Pour moi, l'objectif que j'ai par rapport à vous, c'est qu'effectivement, soit vous êtes complètement novice, et l'idée, c'est de vous donner des premières billes pour pouvoir bien maîtriser les IA génératives et le prompt engineering. Et pour ceux qui ont déjà effectivement mis les mains dans le cambouis, c'est que vous puissiez avoir des solutions, des techniques pour vous permettre d'être plus optimal et obtenir des meilleurs résultats avec. Donc surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Comme ça, on pourra du coup répondre en live. Exactement. J'en profite juste pour dire, le replay sera disponible si vous ratez le début, que vous devez partir un petit peu plus tôt. Vous le recevrez par mail juste après l'événement ou de toute façon, si vous retournez sur le même lien que quand vous êtes arrivé, vous retrouverez le replay directement. Moi, je vais laisser Romain dérouler et je reste disponible dans le chat. Je reviendrai à la fin de l'événement. Et voilà. Bon talk à tous. Merci Romain. Alors, effectivement, donc ça, c'est les objectifs que je me suis fixés par rapport à cette présentation, mais est-ce que certains ont des attentes particulières par rapport au prompt engineering? Auquel cas, n'hésitez pas à le mentionner dans le chat. Comme ça me permettra effectivement de pouvoir adapter le discours et vous montrer des exemples qui répondront à vos attentes. Donc, n'hésitez surtout pas à écrire ceci dans le chat. OK, des exemples concrets. Donc, effectivement, ça c'est prévu. À la fois sur la manière dont on peut optimiser les prompts et comment faire des différentes automatisations, d'utiliser l'API, donc ce genre de choses. Donc ça, effectivement, c'est prévu. Il y aura bien un replay. Donc effectivement, j'aimerais être plus efficace sur mes prompts. Donc ça, on va le voir. Utiliser l'IA quand on est entrepreneur. OK. Distinction entre prompt pour texte et prompt pour image. OK, on va essayer de regarder. GPT-4. OK. La méthode de l'ordre de pensée. Effectivement, on va pouvoir l'aborder rapidement. Pouvoir OpenAI. OK, différence OpenAI, ChatGPT. OK. On va essayer de voir à peu près tous ces points-là. Il y en aura certains où on n'aura peut-être pas forcément le temps. Mais effectivement, dans tous les cas, moi, je resterai disponible pour répondre à vos questions après le webinaire. Donc déjà, introduction sur les IA génératives et notamment pour savoir qu'est-ce que c'est. Alors, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà dû tester des IA génératives, le plus connu étant ChatGPT, mais effectivement, il faut savoir qu'il y a plein d'autres outils. Donc ça, ce sont plutôt des outils qui sont des IA génératives généralistes, comme par exemple ChatGPT, Bard ou Claude. Et vous avez DALL-E ou Midjourney qui sont des IA qui sont plutôt spécialisées sur la création d'images. Vous verrez tout à l'heure, j'ai une slide qui montre un peu tout l'écosystème d'outils qui vont être spécialisés sur des cas d'usage très particuliers. Mais globalement, je pense que beaucoup d'entre vous ont dû déjà tester pas mal de ces outils-là. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que ChatGPT et OpenAI débarquent en novembre 2022 à peu près, il faut savoir que vous avez peut-être déjà commencé à utiliser des formes d'IA génératives, notamment pour ceux qui utilisent Gmail. Vous avez une fonctionnalité de rédaction intelligente qui vous permet, quand vous tapez quelques mots, d'avoir une proposition de fin de phrase. Ou pour ceux qui utilisent un iPhone, c'est la possibilité, quand vous commencez à écrire, d'avoir des suggestions de mots pour vous permettre d'écrire plus vite. Finalement, ces deux fonctionnalités, c'est un petit peu les prémices des IA génératives et avec notamment effectivement ChatGPT qui est arrivé et qui a un petit peu démocratisé tout ça. Alors, ce qu'il faut effectivement comprendre sur ce que sont des IA génératives, donc ce ne sont pas des systèmes qui sont effectivement intelligents ou qui pensent. En fait, les IA génératives, c'est un modèle de prédiction. Globalement, ce qu'il va faire, c'est qu'à partir d'une instruction que vous allez lui donner,
il va être capable de définir quelle est la probabilité du prochain mot, du prochain caractère qui va du coup être pertinent par rapport à la question qui a été demandée. Donc quand on le voit sur cet exemple-là, par exemple, quand on écrit la planète la plus proche de la Terre est, effectivement, la bonne réponse, c'est Vénus. Et on voit que le V de Vénus a une probabilité plus élevée d'être la bonne réponse par rapport à cette phrase. Ça aurait peut-être aussi le La pour la Lune, effectivement, mais ce n'est pas vraiment une planète. Donc, il a une probabilité moins forte d'être la bonne réponse. En fait, c'est important de comprendre justement comment ça fonctionne, parce que si on comprend comment ça fonctionne, on peut derrière mieux utiliser les IA génératives. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que globalement, plus vous aurez des meilleures instructions, les meilleurs prompts, plus vous aurez des meilleurs résultats derrière. Mais concrètement, comment ça fonctionne, ce système finalement de création par prédiction? Globalement, il y a 3 principes généraux qu'il faut avoir en tête. La première, c'est que les IA génératives, elles simulent le fonctionnement des neurones humains. Donc, c'est des neurones artificiels qui, globalement, permettent de comprendre comment fonctionne une langue, comment fonctionnent les assemblages de mots, pour comprendre un contexte et être capable de faire effectivement des enchaînements de mots qui ont une cohérence. Deuxième chose, c'est que ces neurones ont été entraînés sur ce qu'on appelle, ou peut-être que vous avez déjà vu passer, des LLM, des Large Language Models. Donc, globalement, ces IA génératives ont été entraînées sur des volumes très importants de données. Donc, on peut le voir notamment sur le tableau de droite. Ce sont donc des textes ou des articles provenant d'Internet, de Wikipédia, de sites comme Common Crawl ou Web Text 2. Et globalement, ces modèles-là ont été entraînés sur des quantités faramineuses disponibles globalement sur Internet. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, ChatGPT va pouvoir fournir des réponses par rapport à des cas d'utilisation assez généralistes, puisqu'en fait, la donnée sur laquelle il a travaillé sont des données provenant d'Internet. Donc, dès que vous allez sur des cas d'application qui vont être plus spécifiques à votre business, à votre entreprise, vous risquez d'y trouver parfois une certaine limite. Et donc ça, on va voir effectivement comment y passer cette limite-là. Et ce qui est effectivement aussi important à garder en tête, c'est que notamment donc GPT-4, qui est le dernier modèle sur lequel se base ChatGPT, donc les données qui ont été entraînées sont jusqu'à septembre 2021. Et donc ce qui fait qu'effectivement, si vous avez par exemple demandé quelles sont les dernières actualités de 2022 ou 2023, ChatGPT ne sera pas en capacité de vous répondre. Et c'est tout à fait normal. Et encore une fois, on va voir après dans la partie prompt engineering comment vous pouvez y passer ces limites-là. Ensuite, quelles sont effectivement, une fois qu'on a compris comment fonctionnent les IA génératives, c'est-à-dire qu'est-ce que concrètement on peut en faire? En fait, il y a un peu, on va dire, 6 cas d'usage spécifiques. C'est la génération, c'est-à-dire que globalement, vous envoyez une instruction et vous allez lui demander, par exemple, de rédiger un texte. Donc, c'est la génération de texte. Donc là, je donne effectivement volontairement des exemples par rapport à ChatGPT. Ensuite, ça va être la recherche, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez un texte et vous voulez demander le nombre d'occurrences, c'est-à-dire le nombre de mots par rapport à un mot-clé spécifique dans un texte, effectivement, il va être capable d'aller chercher et de vous dire le nombre de fois que ce mot a été cité dans ce texte. Troisième cas d'usage, c'est la synthétisation, c'est-à-dire que vous avez un gros corpus de texte et vous allez en demander une synthèse. Troisième cas d'usage, c'est la classification. Donc, par exemple, vous allez avoir plusieurs avis clients et vous allez demander à ce que parmi ces avis clients, on va les classifier en avis satisfaits ou non satisfaits. J'ai un exemple que je pourrais vous montrer tout à l'heure. Cinquième cas d'usage, c'est l'extraction. Donc, par exemple, vous voulez extraire une donnée spécifique. Vous avez, par exemple, un texte dans lequel vous avez plusieurs emails. Vous voulez extraire une série d'emails à l'intérieur. Effectivement, il va être en capacité de le faire. Et réécriture, là, c'est plutôt, vous avez un texte, vous voulez changer le ton, passer d'un texte qui est pédagogique à un texte qui est plus dissuasif, persuasif. Mais effectivement, vous pouvez demander la réécriture en changeant le ton et donc du coup l'objectif que vous voulez faire avec.
Ça, c'est effectivement, on va dire, les capacités qui sont possibles sur plutôt des cas d'usage de création de texte. Alors, je regarde rapidement les questions pour y répondre en même temps. Je suis intéressé par l'utilisation des prompts. OK. Y a-t-il une différence entre la manière de prompter entre ChatGPT et Bard? Alors, effectivement, il y a une différence globalement dans la logique, c'est ce qu'on va voir après. Il y a en fait un certain framework à respecter. Et donc, c'est ce qu'on va voir notamment sur le fait de pouvoir faire des prompts basiques, des prompts un petit peu plus complexes. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement, là où vous allez avoir l'intérêt d'utiliser Bard, c'est que vous allez pouvoir le connecter à la donnée fraîche. Donc, typiquement, ça va être plus intéressant d'aller prompter en lui demandant d'aller chercher de l'information liée à de l'actualité ou effectivement d'aller chercher de l'information disponible sur Google Search ou sur des sites en particulier. Sur ChatGPT, vous êtes obligé, si vous voulez faire ce même type d'objectif, vous allez devoir passer par les plugins qui sont disponibles dans ChatGPT+, pour permettre d'atteindre le même résultat. Donc effectivement, il va y avoir des particularités que vous devrez un petit peu adapter, mais globalement, le principe du prompting sur les IA génératives reste à peu près le même. Et ce qu'il faut avoir effectivement aussi en tête, c'est que le prompting, c'est OK, il y a une méthode à respecter, mais c'est aussi beaucoup de tests pour vous permettre de trouver ce qui effectivement va bien fonctionner, va bien performer sur les IA génératives. Est-il possible de synthétiser des textes ou des documents très longs? Alors effectivement, très bonne question Simon, et ça j'y répondrai dans les slides après. OK, top. Alors, est-ce qu'on peut atteindre le même résultat avec ChatGPT via API qu'avec les add-ons? Alors effectivement, Peter, ça va dépendre de l'objectif. Donc n'hésite pas dans le chat à donner un exemple précis de ce que tu souhaites atteindre comme objectif. Et je pourrais peut-être effectivement te répondre un petit peu plus. Alors, j'enchaîne sur les slides et puis je reviendrai sur les questions juste après. Donc, comme je vous disais, effectivement, sur les différents outils, ChatGPT étant évidemment celui qui est le plus connu, mais en fait, on a pléthore d'outils qui vont pouvoir du coup répondre à des cas d'usage très spécifiques. Donc, si on va par exemple sur la création d'images, comme je le mentionnais tout à l'heure en introduction, vous avez Midjourney ou DALL-E, qui fait partie d'OpenAI, qui est spécialisé sur la création d'images. Pour ceux qui sont devs voilà, on est au webinaire du wagon. Pour ceux qui souhaitent devenir dev, par exemple, il y a GitHub Copilot qui permet d'assister les devs sur toute la partie code d'application. Mais vous avez aussi d'autres solutions, comme par exemple Tom, qui permet de faciliter la création de slides. Voilà, donc effectivement, c'est plus pour vous montrer que, OK, il existe les IA génératives plus généralistes, ChatGPT, Bard, Claude, ou même Jasper. Et effectivement, après, vous allez avoir des IA génératives qui vont être plus spécialisées. Alors, ensuite, comme je vous disais en introduction également, beaucoup de personnes se posent la question, effectivement, pourquoi est-ce qu'on a eu une adoption si massive avec l'arrivée d'OpenAI et de ChatGPT? En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que donc, la personne aujourd'hui qui est à la tête d'OpenAI s'appelle Sam Altman. Et Sam Altman, avant de créer OpenAI, était président, enfin d'ailleurs, il est toujours, il me semble, président de Y Combinator. Y Combinator, c'est l'un des plus gros accélérateurs de start-up au monde, qui est basé en Silicon Valley, et qui notamment a pu lancer des petites boîtes comme Airbnb, Dropbox ou Reddit. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Sam Altman, c'est un gars qui a un esprit vraiment très orienté product, mass market. Et effectivement, ce qu'ils ont réussi à faire au niveau des équipes d'OpenAI, c'est ce que j'appelle de l'IA as a service. C'est que globalement, ils ont réussi à rendre disponible une technologie qui globalement était finalement réservée un peu à une élite des développeurs assez pointus, qui pouvaient du coup manipuler les IA génératives, et ils ont finalement rendu à disposition de tous. Donc ça commence effectivement par ChatGPT, où effectivement la barrière à l'entrée est quasi inexistante, parce que vous avez juste besoin
d'un email pour arriver sur la plateforme, écrire un premier prompt et voir les résultats. Donc là, effectivement, ça permet de se rendre compte de la puissance de l'outil. Effectivement, après, ils ont développé plusieurs cas d'usage. Donc Plague One, qui est la partie plutôt web, où on peut jouer avec les différents paramètres sur l'IA générative, notamment sur sur le nombre de tokens en sortie, sur le fait de pouvoir jouer un petit peu plus sur la liberté d'expression, entre guillemets, de l'IA générative, etc. DALL-E pour la partie image. Whisper, qui est la solution speech to text, donc qui transforme un audio en texte. On verra effectivement tout à l'heure, j'ai une petite démo à vous montrer. Et toute la partie API, donc qui va permettre à des développeurs de pouvoir utiliser la puissance des IA génératives d'OpenAI, notamment GPT-4, et de pouvoir l'utiliser facilement dans des outils métiers ou dans des applications mobiles ou dans des sites web. Et ça, globalement, c'est ce qu'on va voir arriver progressivement. Et donc, ils ont permis de rendre ça, finalement, extrêmement accessible. Bon, ça, je passe rapidement, mais effectivement, c'est ce que je vous montrais à l'instant, c'est que voilà, ChatGPT OpenAI a réussi à développer ChatGPT et à permettre une adoption ultra massive de cette technologie, puisqu'effectivement, c'est peu de barrières à l'entrée, une UX extrêmement simple, un effet garanti, un effet wow garanti, puisqu'effectivement, juste en tapant une requête, on peut voir la puissance de l'outil, et surtout, c'est extrêmement intéressant d'un point de vue coût, puisqu'avec ChatGPT+, vous avez accès à une technologie quand même de pointe pour seulement 20 $ par mois, ce qui est ultra intéressant. Et effectivement, ça se voit au niveau des chiffres en termes d'adoption, puisqu'effectivement, ChatGPT a réussi à atteindre le 1 million d'utilisateurs en 5 jours et 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Bon, depuis, ça a un petit peu évolué. Ce record a été notamment battu par Threads. Mais effectivement, on n'est quand même pas sur le même cas de figure et ça montre effectivement à quel point ils ont réussi à ouvrir ce marché des IA génératives à la fois auprès des particuliers et des indépendants, mais aussi maintenant de plus en plus sur le monde de l'entreprise. Donc, effectivement, donc on va rentrer dans la partie vraiment purement prompt engineering. Alors, je reprends rapidement les questions. Est-ce qu'on peut atteindre donc le même résultat avec ChatGPT via l'OpenAI qu'avec les add-ons, exemple sur des données à jour? Alors, effectivement, ça dépend de ce que tu vas faire au niveau de l'API. En fait, l'API va te permettre de pouvoir globalement utiliser la puissance de GPT-4 dans soit tes outils métiers, soit effectivement dans une application web ou mobile. Donc, soit effectivement, dans ton flow, tu arrives à lui injecter des données fraîches, auquel cas il va pouvoir travailler avec ces données-là. Par exemple, si tu utilises des solutions type no-code, tu peux venir scraper un site web ou une série de sites web et faire travailler l'IA générative sur cette donnée-là. Donc, effectivement, ça, c'est possible. Et ça va plus être dans des cas d'usage, tu vas vouloir automatiser un workflow. Autre option, effectivement, c'est donc en utilisant les add-ons, les plugins. Là, ça va être plus de travailler dans une interface qui va rester l'interface ChatGPT. Et là, tu vas pouvoir lui envoyer facilement un PDF ou une série de PDF et du coup avoir une plus grosse volumétrie de données. Après, si tu utilises des environnements comme Hugging Face, qui sont vraiment des environnements dédiés aux devs avec l'utilisation de plusieurs LLM, tu vas pouvoir combiner, faire des choses plus complexes. Et ça, moi personnellement, ça dépasse un peu ma compétence, mais effectivement, après, tu peux faire beaucoup de choses avec. Donc ensuite, sur la partie, si on rentre vraiment dans le cœur du sujet du prompt engineering, donc effectivement, petit rappel, comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est un modèle qui fait de la prédiction et qui va être capable effectivement d'anticiper donc la série de caractères pour créer la meilleure réponse. Donc ça, c'est vraiment hyper important, c'est que la qualité de la réponse dépend de l'instruction, c'est-à-dire du prompt. D'où le fait que la maîtrise du prompt engineering, aujourd'hui en tout cas, est ultra importante. Donc effectivement, globalement, avec un ChatGPT, par exemple, vous pouvez créer votre assistant sales, votre assistant copywriting, votre assistant même dev. Effectivement, il peut faire toutes les tâches globalement que vous souhaitez à peu près. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'effectivement,
votre assistant, il peut tout faire, mais il ne sait absolument rien. Donc, il ne sait pas qui vous êtes, il ne sait pas quelle est votre entreprise, quelle est votre activité, ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire et quelles sont les différentes étapes par lesquelles il faut passer pour atteindre un résultat donné. Imaginez quelqu'un qui arrive dans votre c'est globalement imaginer quelqu'un qui arrive dans votre entreprise, un nouvel employé, un salarié, un stagiaire, un alternant, ce que vous voulez. Effectivement, partez du principe que ChatGPT il est dans cette même situation-là. Donc, il faut lui donner un maximum d'informations pour le briefer et obtenir un bon résultat. Donc, il y a effectivement certaines limites que vous avez dû sûrement rencontrer pour ceux qui ont déjà testé ChatGPT ou d'autres IA génératives. C'est que des fois, vous allez avoir des résultats qui vont être décevants ou trop généralistes. Alors pour ça, déjà, première chose, je vais un peu répondre à la question du débat qu'on entend très souvent. Est-ce qu'il faut rester sur la version gratuite ou payante? Moi, je vous conseille tout de suite de passer sur la version payante. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les résultats sont beaucoup plus pertinents. Parce que GPT-4, donc, sur lequel fonctionne ChatGPT+, intègre quasiment 100 ou 1000 fois plus de paramètres de données. Donc effectivement, il a travaillé sur plus de données pour pouvoir générer des meilleurs résultats. Donc globalement, passer sur ChatGPT+, déjà vous aurez des meilleurs résultats à même niveau de prompt de requête que vous allez faire. Et deuxième chose, effectivement, ça nécessite de bien maîtriser le prompt engineering. Deuxième chose, c'est que les données, comme on l'a vu tout à l'heure, ne sont pas forcément à jour. En tout cas, elles sont limitées jusqu'à septembre 2021. Et ça, je vous montrerai effectivement des techniques pour pouvoir bypasser cette limite. Le risque d'hallucination. Donc ça dépend effectivement du prompt que vous allez faire. Et idéalement, c'est de travailler étape par étape, de décortiquer une tâche en sous-tâches pour effectivement le faire travailler de manière concentrée, le faire réfléchir étape par étape. Et quatrième chose, c'est la confidentialité des données. Ça, forcément, ça reste un sujet. Donc, soit vous pouvez anonymiser les données, soit vous pouvez effectivement passer par d'autres solutions, ou pour des entreprises qui sont un petit peu plus avancées, vous pouvez avoir carrément des LLM custom qui vont permettre globalement d'avoir un ChatGPT bis, mais qui va finalement fonctionner sur vos données propres d'entreprise, de façon sécurisée. Et ça, effectivement, on a de plus en plus de solutions qui commencent à arriver, qui vont commencer à arriver dans le monde de l'entreprise. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, on ne pourra pas voir toutes les techniques, puisqu'effectivement, il nous reste à peu près on va dire 45 minutes. Donc, je vais vous montrer à peu près les 5 premiers niveaux, 5 premières techniques. Et après, je vous donnerai un endroit pour que vous puissiez effectivement aller voir pour les 3 suivants. Donc, déjà, la base, c'est le prompt basique. Prompt basique, c'est vraiment chaque prompt que vous allez faire doit obligatoirement intégrer 4 paramètres. Donc, j'ai pris un schéma qu'avait fait un de mes confrères, Mathieu Cortési, que je salue au passage, qui effectivement expliquait très bien cette notion-là, que pour faire une demande finalement basique à ChatGPT, il faut lui donner 4 paramètres minimum. Un rôle, un contexte, une tâche, et s'assurer qu'effectivement, il a bien compris. Donc, le rôle, dans cet exemple, c'est un spécialiste de la publicité sur les réseaux sociaux. 2, le contexte, c'est effectivement, là, j'ai besoin de faire de la promotion d'un produit pour générer des leads. Troisième chose, c'est donc je précise ma tâche. Donc là, je voudrais effectivement avoir les meilleurs conseils pour faire de la publicité en ligne. Et quatrième, est-ce que tu as bien compris? Et ça, c'est vraiment le strict minimum pour faire déjà un début de prompting qui est à peu près correct. Là, je vais vous donner ensuite quelques autres petits conseils que vous pouvez rajouter sur ce niveau 1 du prompt basique qui vont permettre d'obtenir quelques meilleurs résultats. La première, c'est que quand vous commencez un nouveau canal de discussion dans ChatGPT, je vous conseille de commencer par « ignore toutes les instructions précédentes ». Pourquoi? En fait, il y a des suppositions qu'effectivement, entre canaux, il peut y avoir un risque de pollution, soit parce que vous avez fait des tests précédemment où vous avez poussé un chat dans une certaine direction, il risque d'y avoir des petits, entre guillemets, des résidus de réflexion qui risquent de venir potentiellement perturber votre nouveau canal. Donc, ce que je vous conseille, c'est quand vous démarrez un nouveau canal,
commencer par ignore toutes les instructions précédentes. Ça permet de commencer par une nouvelle base. Deuxième chose, comme on l'a vu, c'est effectivement le rôle. Le rôle est assez important, puisqu'effectivement, c'est ça qui va permettre de conditionner le fonctionnement de l'IA générative de ChatGPT. Vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est que quand vous créez effectivement un nouveau canal, vous pouvez renseigner directement au début du prompt votre rôle. Donc là, c'est plus vous allez donner de contexte, mieux c'est. Donc là, par exemple, je précise que je suis expert en copywriting et expert en gross marketing et IA. Et là, effectivement, je lui donne un petit peu de contexte en disant que je souhaite rédiger un article long sur je souhaite rédiger finalement un article de blog. Et je donne quelques contextes. Je peux très bien aussi switcher de rôle à rôle. C'est-à-dire que je vais avoir une conversation où je vais prendre un rôle qui va être effectivement expert en copywriting et je vais prendre un deuxième rôle sur un deuxième canal où là, je vais passer en mode développeur informatique. Ça, vous pouvez tout à fait switcher de rôle en rôle selon vos canaux. Vous avez aussi une nouvelle fonctionnalité qui sont les instructions personnalisées dans lequel, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi intégrer directement ce prompt de rôle à l'intérieur. Comme ça, vous savez que dès que vous allez démarrer un nouveau canal, il va intégrer nativement les instructions du rôle. Alors, je regarde rapidement, parce que je vois que j'ai plusieurs questions qui viennent de tomber. Alors, effectivement, le REEL, pardon, j'ai cru comprendre que pour les PDF et autres documents, il y a un nombre limité de pages qui peuvent être traitées. Alors, ça dépend des solutions. Normalement, sur Ask Your PDF, de mémoire, tu dois être limité à 120 pages. En tout cas, c'est ce que j'avais checké il y a quelques semaines. Donc, tu as quand même... Enfin, sur la version gratuite, tu es limité à 120 pages et peut-être 3 imports par mois, quelque chose comme ça. J'ai plus de détails, mais effectivement, il peut y avoir une limite. Au niveau des plugins, à voir sur les autres si effectivement il y a une limite. Intéressant aussi de passer par les... Alors, je vais vous sortir en même temps par les... Alors, parce que je cherche le nom, effectivement, par les Advanced Data Analysis, qui était avant Code Interpreter, dans lequel aussi vous pouvez envoyer plus d'informations que dans une discussion normale dans ChatGPT. Quid de la confidentialité des données via API? Effectivement, faut toujours garder en tête que par défaut, dans ChatGPT, il se garde l'opportunité effectivement de vérifier les informations et d'utiliser les informations pour entraîner les modèles. Dans Playground, officiellement, ils expliquent que les données ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles. Voilà, maintenant, effectivement, il y a toujours un peu un flou sur le fait d'utiliser les données que vous transmettez. Donc moi, ce que je recommande, c'est qu'effectivement, dans tout l'environnement OpenAI, que ce soit ChatGPT ou autre, évitez vraiment d'envoyer des données confidentielles et des données personnelles. D'autant plus qu'effectivement, il y a des vidéos qui sont sorties sur la possibilité de hacker assez facilement, finalement, ChatGPT et de pouvoir, pour que quelqu'un d'externe puisse extraire les données de ce que vous avez renseigné dans un chat. Donc ça, si certains ça intéresse, je pourrais vous envoyer la vidéo. Mais effectivement, on est quand même au début de ces solutions-là. Donc d'un point de vue sécurité, faites attention. Donc vraiment, voilà, pas de données confidentielles ni de données personnelles. Alors, Peter, par rapport à cette partie-là, effectivement, c'est plutôt... Enfin, moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est que effectivement, tu n'as pas une logique de canal. C'est plutôt, tu interroges le modèle par rapport au prompt que tu envoies. Donc, voilà. Merci, Léo. Effectivement, c'est cette vidéo d'Underscore qui explique tout à fait la problématique de piratage dans ChatGPT. Donc, faites vraiment attention. Alors, donc Nathalie, ok, je vais réexpliquer les instructions personnalisées. Du coup, on peut mettre tous les rôles ou que les rôles liés un rôle dans un chat. Alors,
Donc, pour expliquer effectivement dans les instructions personnalisées, si vous mettez un rôle qui est, par exemple, expert en copywriting, si vous le renseignez dans cette fenêtre-là, en haut, effectivement, dès que vous allez créer un nouveau canal, il va prendre ce rôle-là. Donc, si vous avez un rôle, entre guillemets, un mono-rôle, c'est intéressant dans le sens où, en fait, vous ne serez pas obligé de réécrire dans chaque nouveau canal votre rôle. Par contre, si, un petit peu comme moi, vous avez différents rôles, un coup, vous voulez être expert en copywriting, un coup, vous voulez faire un petit peu de dev, un coup, vous êtes expert sales, ben, effectivement, ça peut être un petit peu plus contraignant. Ou sinon, il faut lancer des sortes de commandes en disant, ben, si je mets, par exemple, rôle sales, alors prends ce rôle-là. Rôle marketing, prends ce rôle-là. Donc voilà, c'est des petits tricks que vous pouvez faire au niveau des instructions personnalisées. Je vais vous mettre également ce lien à droite, Awesome GPT Prompt, puisque en fait, c'est donc une documentation de GitHub qui a été faite par un dev et qui donne plein d'exemples de prompts pour occuper un rôle spécifique. Donc, je vais le récupérer et le mettre dans le chat. Effectivement, il y a, je ne sais plus, des dizaines et des dizaines d'exemples de rôles et c'est franchement assez bien fait et vous pouvez totalement vous en inspirer. Je vous le mets dans le chat. Ensuite, toujours sur le niveau 1, c'est le prompt basique. Donc, le prompt basique, effectivement, ce qui est important, c'est de rédiger donc, des prompts qui sont clairs et précis, donc contexte et tâche. Effectivement, on peut voir donc, le screenshot à gauche. Je donne juste une simple instruction qui est « Explique-moi ce que sont les IA génératives ». Et donc là, en fait, je lui laisse la totale liberté de rédiger ce qu'il veut. Donc, la liberté, effectivement, sur le niveau de détail, le nombre de caractères, le nombre de paragraphes, etc., etc. Par contre, si je le cadre davantage, je lui dis « Je veux que tu m'expliques en 3 phrases maximum ». Je lui donne le sujet, les IA génératives. Je lui donne le public cible, des freelances qui ne connaissent pas le sujet. Donc, il faudra prendre un ton plutôt pédagogique. Et je lui donne un exemple concret de cas d'usage des IA génératives. Ben là, effectivement, j'ai quelque chose qui est un petit peu plus précis par rapport à mon attente. Donc, effectivement, gardez toujours en tête que le résultat dépend de l'instruction que vous envoyez. Et ensuite, avant de terminer votre prompt, demandez effectivement s'il a bien compris, s'il a besoin d'informations complémentaires. Ça a 2 objectifs. Le premier, c'est que le « as-tu bien compris ?» effectivement, des fois, il va reformuler, ce qui fait que ça permet de nous rassurer pour être sûr qu'il a bien compris mon instruction. Et le 2, le « as-tu besoin d'informations complémentaires ?» est hyper intéressant parce qu'effectivement, avant de pouvoir donner une réponse, il va peut-être juger qu'il a besoin d'informations complémentaires pour être plus précis. Effectivement, on va rentrer un peu dans une logique de dialogue dans le chat avec ChatGPT avant d'obtenir un prompt bien précis et donc du coup derrière, effectivement en cascade, d'avoir un meilleur résultat. Toujours dans le prompt basique, encore une petite astuce, c'est effectivement d'utiliser des caractères, des délimiteurs au niveau de votre prompt. Parce que lui, ChatGPT, globalement, il ne va pas trop faire la distinction entre un texte qui va intégrer une URL, un texte qui va intégrer, entre guillemets, un sujet. Donc, l'idée, c'est que si vous n'utilisez pas les délimiteurs, lui, il va considérer comme un texte dans sa globalité. Sauf qu'un texte peut avoir plusieurs objectifs. Il peut effectivement donner une instruction, il peut renvoyer vers un site web qu'il faut aller consulter. Et donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser des caractères et des délimiteurs spéciaux pour venir un petit peu cloisonner l'objectif de votre texte. Voilà. Enfin, je crois que c'est la dernière astuce par rapport au prompt basique, c'est de renseigner le format de sortie. Effectivement, ChatGPT ne va pas forcément vous sortir que du texte. Il a la capacité de vous sortir, par exemple, un tableau. Vous pouvez demander à faire en format bullet points. Je veux également un format HTML, JavaScript, JSON pour les devs. Donc, effectivement, vous pouvez demander vraiment, vous avez beaucoup de formats de sortie que vous pouvez utiliser. Alors, je reprends rapidement les autres questions. Moi, je lui demande systématiquement de me poser minimum 10 questions pour m'assurer qu'effectivement, il a compris. Oui, effectivement, ça dépend de votre objectif, mais
il ne faut pas hésiter à poser à jouer vraiment ce rôle de dialogue avec ChatGPT pour obtenir les meilleurs résultats, parce que pour vous, ça vous semblait évident, mais pour lui, il n'est pas à votre place, il ne va pas être en capacité de comprendre de manière instinctive ce que vous avez en tête. Donc effectivement, il ne faut pas hésiter à un peu le questionner pour obtenir les meilleurs résultats. Comment faire la mise en ligne avec des prompts ChatGPT entrée? Alors sur Mac, ça va être flèche et entrée. Par exemple, ça permet de faire du solide. Donc ensuite, niveau 2, ou technique numéro 2, c'est effectivement comment on va pouvoir bypasser le fait sur ChatGPT d'avoir des données qui sont limitées jusqu'à septembre 2021. Pour ça, vous avez plusieurs techniques. La première, c'est que vous allez pouvoir lui fournir des exemples. Là, dans cet exemple-là, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai envoyé un texte qui décrit ce qu'est Stripe. Donc, Stripe, c'est une solution de paiement pour les développeurs. Et là, mon objectif, c'est d'isoler les mots-clés les plus intéressants dans cette description. Donc, par exemple, les mots-clés, c'est Stripe, traitement des paiements, API, développeur, site web, application mobile. Donc, finalement, j'ai mon texte et je lui donne les mots-clés avec le résultat de ce que j'attends. Je lui donne un deuxième exemple avec OpenAI. Donc, j'ai un texte de description d'OpenAI et je lui donne après le résultat de mots-clés où j'ai OpenAI, modèle linguistique, traitement du texte, API. Et ensuite, je lui donne un troisième exemple qui est The Word of AI, mon blog et newsletter. Et là, je lui demande effectivement qu'il réplique la même logique et pour me sortir et m'isoler les mots-clés les plus intéressants. Et donc là, il a fait par lui-même The Word of AI, blog, newsletter, IA, entreprise, tuto, productivité, etc., etc. Et donc effectivement, je lui donne 2 exemples et il est capable de le répliquer pour un troisième. Petite technique. Troisième technique, pour ceux qui utilisent ChatGPT+, vous pouvez effectivement connecter ChatGPT à Webpilot, qui est une des... auparavant, il y avait la possibilité de connecter Bing, ça a été supprimé de ChatGPT, mais vous avez toujours un plugin qui s'appelle Webpilot, qui va vous permettre soit d'effectuer des recherches sur Internet, ou d'aller récupérer des informations spécifiques sur un site web ou sur une URL d'un site web donné. Alors, des fois, vous risquez d'être bloqué parce qu'effectivement, certains sites ont bloqué le passage des crawlers d'OpenAI, ChatGPT, ce qui fait que ça peut arriver que vous n'ayez aucun résultat. Mais effectivement, moi, j'ai demandé qu'il me détaille l'offre de formation sur une URL spécifique. Et effectivement, on peut voir qu'à gauche, il a synthétisé. Et à droite, c'est le détail du scrapping et de la récupération des données à l'intérieur de cette page web. Ensuite, autre technique pour pouvoir envoyer des données fraîches et personnalisées à ChatGPT, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, c'est la possibilité d'envoyer un PDF ou une série de PDF. Donc ça, vous pouvez notamment utiliser Ask Your PDF. Et donc, vous pouvez donc télécharger le PDF et faire des instructions sur ce PDF. Et donc là, ça vous permet effectivement, quand vous avez un gros volume d'informations, ça permet de faire des requêtes du type synthèse, de faire des recherches spécifiques sur certaines pages. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il va être capable de mentionner sur quelle page il a trouvé l'information. Ça vous permet de venir vérifier que vous avez, qu'effectivement, il ne s'est pas trompé. Alors, pardon, je vais m'arrêter, reprendre effectivement les quelques questions. Il y a des questions dans la rubrique questions à côté du chat. Questions bêtes et méchantes. Les plugins sont payants en plus de l'abonnement de ChatGPT, j'imagine. Alors, non. Effectivement, quand vous payez ChatGPT+, vous avez accès aux plugins et donc à toute la librairie de plugins qui est aujourd'hui disponible et qui est spécifique selon plein de cas d'usage. Donc là, effectivement, on a vu celui d'avant, c'était la possibilité donc, de consulter une page web. Cet exemple-là qu'on a à l'écran, c'est la possibilité d'interroger un PDF. Effectivement, vous avez de mémoire ces 800 ou 900 plugins qui sont aujourd'hui disponibles. Est-ce que l'on peut lui dire lors d'un scrapping de ne pas s'identifier comme robot et faire... Ouais, bien que peu éthique. Alors, effectivement, je t'avouerai, Peter, je n'ai pas forcément testé ce truc-là.
Je pense que, à mon avis, il doit y avoir à mon avis, je pense que euh, WebPilot doit passer peut-être par les serveurs. Après, je vais peut-être dire des bêtises, hein. Il risque peut-être de passer par les serveurs d'OpenAI et de ChatGPT. Donc, à mon avis, je ne suis pas sûr que même en renseignant dans l'instruction de ne pas s'identifier comme un robot spécifique qui va pouvoir bypasser le blocage côté robot TXT. Je n'ai jamais testé. Si jamais tu veux tester en live, je suis chaud d'avoir l'information, mais je pense pas, je pense que tu risques d'être bloqué quand même. Mais après, il y a d'autres solutions qui permettent de scraper des sites web autres que de passer par ChatGPT, des Phantom Buster, des data miners, etc., qui permettent de le faire. Alors, oui, effectivement, Zach, par rapport à Ask Your PDF, en fait, ce qu'il faut effectivement, quand on commence le chat avec Ask Your PDF, il faut demander, on peut le voir sur l'écran de gauche, je souhaite te donner un nouveau PDF analysé, donne-moi la procédure pour télécharger le document. Et effectivement, il va donner un lien pour télécharger le document. Donc, on va être renvoyé sur le site de Ask Your PDF. On va télécharger le PDF sur ce site web. Il va ensuite nous donner une petite clé d'identification qu'on peut voir sur l'écran en haut à droite. Et grâce à cette clé d'identification, je vais être capable de faire un prompt dessus. Alors, effectivement, après, le plugin Ask Your PDF est payant. Effectivement, il y a une limite après qui est propre à l'outil en soi. Mais en soi, l'accès aux plugins, c'est un peu une logique freemium, mais l'accès aux plugins est globalement, vous avez accès, vous pouvez faire des tests avec. Ensuite, toujours autre technique pour pouvoir avoir des données fraîches, c'est la possibilité en fait de pouvoir aussi connecter des pages type Notion ou Confluence, notamment pour les product managers ou des devs. Alors pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Soit donc toujours vous utilisez les plugins disponibles dans la librairie de ChatGPT+. Vous avez Aaron Notion Chat ou Aaron Confluence AI qui vous permet en fait de connecter Notion et Confluence et pouvoir du coup faire des prompts ChatGPT directement sur vos pages. Soit vous pouvez très bien utiliser des outils no-code si vous voulez par exemple créer un workflow complet. Ou par exemple, dès que quelqu'un va, si vous recevez par exemple un email support et effectivement vous voulez ensuite interroger une page Notion spécifique qui va documenter toute la FAQ de votre support et générer derrière une réponse automatique avec la bonne réponse par rapport à la demande de votre support, des informations de votre Notion et du coup, effectivement, avoir la bonne réponse. Ça, vous pouvez le créer soit dans un workflow avec des outils no-code type Zapier ou Notion, ou directement, pour ceux qui sont un peu plus dev, dans l'API. Donc, où se trouve la bibliothèque des plugins? Alors, je vais pouvoir vous montrer juste après. Je vais pouvoir montrer juste après où on peut le trouver. Ensuite, je vais passer plus rapidement pour terminer sur les 15 dernières minutes sur des démonstrations un petit peu plus concrètes. Donc ensuite, la phase numéro 3, c'est les prompts avancés. Les prompts avancés, il faut juste que vous ayez en tête qu'effectivement, voilà, je vous ai montré le rôle, le contexte, la tâche, la compréhension. Vous pouvez rajouter effectivement des signes, mais en fait, vous avez la possibilité de rajouter énormément d'autres paramètres. Là, c'est un échantillon. On a 20 paramètres différents, comme par exemple un ton spécifique, une langue. Vous pouvez très bien créer un prompt en français et demander une réponse en anglais, ou inversement. Vous pouvez demander des exemples, vous pouvez travailler des appels à l'action, des call to action spécifiques. Bref, vous pouvez rajouter énormément de choses et vous pouvez aussi très bien rajouter vos propres paramètres qui vous sont spécifiques. Donc, juste pour que vous ayez en tête qu'effectivement, vous pouvez vraiment, c'est libre cours à votre imagination, tant qu'effectivement, le modèle ChatGPT arrive à vous fournir des informations qui sont pertinentes. Alors, je vais passer rapidement, de toute façon, vous aurez, je pense, accès à la présentation, mais vous avez la possibilité, effectivement, quand vous voulez créer des prompts assez conséquents. Je vous le présente vraiment très rapidement en quelques secondes pour vraiment pouvoir tout vous montrer. Alors, je partage
Ce sont des liens. Je vais vous montrer. Donc effectivement, dès que vous allez commencer à construire des prompts un peu plus conséquents, j'ai créé ce méga prompt builder qui est disponible sur mon blog gratuitement, donc je vous donnerai aussi le lien pour y accéder. Quand par exemple, vous voulez... Hop. Quand par exemple, vous voulez créer un article SEO, exemple ici, je vais par exemple travailler sur une première étape qui va être la génération de mots-clés optimisés SEO. Donc effectivement, je vais avoir différents paramètres à l'intérieur. Je vais avoir donc, l'ignore toutes les instructions précédentes. Je vais avoir le rôle, je vais avoir l'action à réaliser, un sujet d'article, etc., etc. Et effectivement, une fois que je vais créer ce prompt-là, moi, j'ai envie de le réutiliser facilement. Et en fait, j'ai ce tableau Excel à disposition qui fait que, par exemple, dès que je vais changer, passer sur un autre sujet, par exemple, là, je vais passer de comment ChatGPT peut aider les freelances dans leur business. Je vais passer sur notre thématique qui est qu'est-ce que le management inclusif et comment le mettre en place en entreprise. Donc, je vais utiliser plutôt ce nouveau sujet-là. Si je reviens ici, je peux voir qu'effectivement, cette ligne-là, le sujet de l'article, a changé automatiquement. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire un copier-coller et j'ai mon prompt qui est prêt à l'emploi de manière immédiate et pour pouvoir du coup travailler sur une nouvelle action. Et donc, ça, je vous mets le lien vers l'article qui détaille toute la manière dont il a été construit. Et vous pourrez du coup copier-coller ce Excel directement dans votre Google. C'est bon, vous avez bien vu. Je vérifie juste que tout le monde a pu voir. Ok, super. Ok, très bien. Donc, n'hésitez pas effectivement à aller voir l'article, toute la procédure détaillée. Vous pouvez copier-coller le Excel pour pouvoir l'utiliser facilement. Ensuite, autre exemple, niveau 4, c'est le séquençage de prompts avancé. Effectivement, là, ce que je voulais vous montrer comme exemple, c'est, moi, par exemple, je me suis créé un assistant marketing produit pour faire une analyse approfondie de mes personas. Donc, pour vous montrer globalement comment je l'ai construit, donc déjà, j'ai un peu détaillé les étapes de mon analyse de persona. Donc, globalement, pour pouvoir bien fonctionner dans ChatGPT, donc j'ai utilisé un outil qui s'appelle Whimsical, dans lequel, en fait, j'ai un peu détaillé les différentes étapes dans lesquelles ChatGPT va pouvoir m'aider pour la création et l'analyse de mes personas. Donc, je demande à ce qu'il me demande quel est mon poste et ma fonction. Ensuite, je lui donne les problématiques que j'ai identifiées parce que j'ai discuté avec mes clients, avec mes prospects. Donc, je vais lui ingérer, je vais lui donner toute l'information que j'ai récupérée. Je vais lui donner les quelques idées de persona que j'ai déjà un petit peu en tête pour qu'il puisse itérer dessus. Ensuite, je vais lui demander une analyse complète de chacun des personas avec 15 paramètres différents, problèmes, frustrations, peur, etc. Je vais même lui demander des prompts pour créer des images qui vont correspondre un peu à ce que ressemble mon potentiel persona. Je vais même lui demander une priorisation des personas et même des idées de produits et services à vendre. Et effectivement, on va aller voir du coup au niveau du prompt. Et ce prompt-là, en fait, détaille chacune de ces étapes-là. Donc j'ai toujours la même logique. Oublie toutes les instructions précédentes. Je lui donne le rôle et le contexte. Je lui donne les étapes à suivre. Étape 1, demande-moi quel est mon poste et ma fonction. Demande-moi quelles sont les problématiques que j'ai identifiées chez mes futurs personas que je vais créer. J'utilise un framework qui s'appelle DUR, pour douloureux, urgent et reconnu. Ensuite, je lui demande des idées de personnes. Donc, je demande à ce qu'il me demande des idées de personnes que j'aurai en tête. Ensuite, on lance l'analyse avec tous ces critères-là que je souhaite analyser, ici.
Donc objectif, peur, croyance négative du persona, etc., etc. Donc je passe rapidement. Et globalement, effectivement, je vois que ChatGPT me confirme qu'il a bien compris l'ensemble des étapes à réaliser. Et donc, du coup, je crée une sorte de chat dans le chat. Donc là, il me pose la question, effectivement, quel est votre poste et votre fonction? Je suis freelance spécialisé en growth marketing et IA. Ok, très bien. Ça, voilà, ça, je l'ai bien intégré. Ensuite, quelles sont les problématiques spécifiques que vous avez identifiées? Et donc là, je lui donne toutes les informations que j'ai pu identifier de mes différentes interviews avec mes clients et mes prospects. Donc ça, hop, je lui balance l'information. Ensuite, il me demande, voilà, quelles sont les idées de persona que j'ai en tête. Donc là, je lui communique les informations. Et ensuite, sur la base de ça, il va être capable de me générer une première version d'un persona spécifique, dirigeant d'entreprise CEO, avec donc des informations fake, mais qui effectivement correspondent bien à ce que j'ai renseigné dans mes retours de problématiques. Et après, je peux tout à fait voilà, jouer avec lui pour changer le format. Donc, finalement, je préfère travailler sous un format tableau. En fait, je lui ai demandé des informations complémentaires, où il vient du coup ben, voilà, créer une nouvelle itération du tableau, etc., etc. On fusionne du coup les deux tableaux ensemble. Et après, ben, bon, je passe rapidement, encore une fois, vous aurez accès à tout ça. Mais vous avez après la possibilité derrière de travailler ben, tous les autres personas. Alors, on va aller, voilà. Donc ça, c'est le deuxième persona, que j'ai travaillé sur la même structure. Et puis, je suis même allé du coup jusqu'à la priorisation des personas selon le fait qu'effectivement la problématique est récurrente, où ils ont des moyens, jusqu'à même des idées de produits, de services avec proposition de valeur, bénéfices clients, etc., etc. Alors désolé, je passe un peu vite, mais effectivement, c'est pour que vous puissiez avoir vraiment tous les éléments en tête. Et autre chose que je voulais effectivement vous montrer, c'est que depuis tout à l'heure, je vous montre beaucoup d'exemples sur l'utilisation dans ChatGPT, mais effectivement, toute la puissance aussi, c'est pouvoir utiliser la puissance des IA génératives dans des outils métiers ou directement dans des applications mobiles ou sites web. Et donc ça, je vais vous montrer aussi un exemple concret où ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'API d'OpenAI. Donc l'API, c'est globalement ce qui va permettre à deux systèmes informatiques de pouvoir communiquer ensemble. Alors comment j'ai fait ça? J'ai utilisé du coup, j'ai créé un script en JavaScript qui est du code. Alors je ne l'ai pas codé moi-même, j'ai demandé à ChatGPT de me coder le script pour me permettre de connecter OpenAI à mon Google Sheets. Alors, pour les petits malins, effectivement, ma clé API est visible. Elle sera de toute façon supprimée dans quelques secondes. Mais effectivement, là, ça me permet du coup de pouvoir connecter OpenAI avec mon Google Sheets. Et donc là, par exemple, j'ai un cas d'usage qui est, j'ai reçu des avis clients. Et là, ce que je souhaite faire, c'est classifier le fait que est-ce que cet avis est un avis plutôt satisfait ou non satisfait. Donc on peut voir ici que j'ai l'instruction que je donne à OpenAI et en B2, c'est effectivement le fameux commentaire reçu. Et à droite, donc là c'est le temps que ça charge, et à droite, je lui demande même de me rédiger une proposition de réponse sous un ton sympathique et avec un caractère de globalement 200 caractères maximum. Et donc là, on va juste lui laisser le temps de travailler. Et effectivement, il va pouvoir nous sortir les réponses. C'est les aléas du direct, forcément. Alors, en attendant, je vais voir s'il y a quelques questions. Ok.
Générer un dialogue ne peut donner toutes les informations connues à l'avance dans la première requête. Alors, effectivement, très bonne question de Delphine. Ça, c'est la documentation qui a été notamment produite il y a très peu de temps par Google DeepMind et l'Université de Princeton, qui donne effectivement la logique de l'arbre de pensée et qui explique comment globalement bien utiliser les IA génératives pour obtenir un meilleur résultat. Et en fait, dans cette étude, ils expliquent que globalement, il est recommandé de découper étape par étape pour obtenir les meilleurs résultats. Donc effectivement, l'idée, c'est mieux de travailler première étape, deuxième étape, troisième étape, et à chaque fois de lui envoyer des nouvelles informations pour qu'il puisse du coup travailler étape par étape et avoir ce qu'ils appellent le temps de réflexion pour chacune de ces étapes-là. Effectivement, le persona, c'est ton client type auquel tu souhaites adresser ton produit ou ton service. Bon, forcément, il souhaite. Alors peut-être en rechargeant, peut-être que. Voilà, effectivement, il fallait juste recharger le fichier. Donc on peut voir que là, il a classifié cet avis comme étant satisfait et l'autre non satisfait. Si par exemple, je change ici, je dis c'était pas bon du tout, on va voir qu'effectivement, il va réfléchir et il va être capable du coup de classifier en disant qu'effectivement, il est non satisfait. Et on a la proposition, nous sommes sincèrement désolés que votre expérience n'ait pas été à la hauteur de vos attentes. Votre avis est précieux pour nous améliorer. Merci. Donc évidemment, vous pouvez automatiser n'importe quel type de tâche que vous pourriez avoir dans votre quotidien grâce à cette petite astuce. Et pareil, c'est disponible aussi dans mon blog. Alors, effectivement, je vois qu'il y a plusieurs questions dans l'autre onglet. Ok, je répondrai aux questions plutôt sur la fin, comme ça on essaye de terminer tout le reste de la présentation. Hop, il nous reste 10 minutes. Ensuite, autre technique de niveau 5, c'est effectivement pouvoir du coup créer un workflow, c'est-à-dire finalement un process complet de A à Z en utilisant du coup la puissance d'OpenAI à certaines étapes du process. Donc là, par exemple, moi, ce que je me suis créé, c'est finalement, je télécharge un fichier audio dans un dossier Google Drive et automatiquement, la solution va venir extraire le fichier et faire la retranscription en speech to text, donc de l'audio en texte, et me créer un document Google Doc de manière automatique. Et donc ça, j'ai pu effectivement le faire par une automatisation, par un outil qui s'appelle Make. Donc là, je vais vous montrer effectivement l'exemple. Alors, je vais du coup vous ouvrir le fichier pour vous montrer. Donc, dans ce dossier, j'ai ici donc un vocal qui fait à peu près, c'est un enregistrement pour une interview d'un client, qui fait à peu près une trentaine de minutes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir du coup le télécharger. Et lancer cette automatisation. J'ai des petits problèmes de réseau aujourd'hui. On va retélécharger le fichier. Voilà. Porter un fichier.
Effectivement. Et donc, du coup, on va pouvoir lancer l'automatisation. Il va être, du coup, être capable tout seul de pouvoir traiter ce fichier-là. Le temps qu'il télécharge, et on sera bon. Je vais prendre les autres questions en attendant. Alors, je remonte rapidement les questions. Je ne trouve pas l'accès à ton master prompt sur le lien. Donc ça, de toute façon, on vous fournira toutes les informations. Y a-t-il des formations prompt engineering reconnues par les entreprises? Alors, c'est une très bonne question. Justement, ce que je vous présenterai à la fin, vous avez la possibilité de vous préenregistrer pour une formation justement qui est en cours de préparation sur le prompt engineering, pour voir tous les concepts qu'on vient de voir, mais effectivement d'aller encore plus loin, pour vous permettre de faire des choses beaucoup plus poussées. Donc ça, éventuellement, tu pourras avoir accès sur la fin de cette présentation. Tu sembles utiliser beaucoup de SaaS d'API. Alors, effectivement, moi, c'est qu'aujourd'hui, étant freelance, aujourd'hui, je n'ai pas forcément vocation à recruter du monde. Donc, aujourd'hui, je mets un petit peu de budget dans l'utilisation de différents outils. Donc, ChatGPT, l'API d'OpenAI et des différents outils de no-code. Et ça me permet en fait d'automatiser énormément de process. Donc, effectivement, moi, globalement, pour donner un ordre d'idée, j'ai à peu près 150 € de budget par mois dédié à ces différents outils. Mais effectivement, moi, j'y vois un vrai retour sur investissement. À partir du moment donné où effectivement tu maîtrises bien ces sujets-là, tu peux faire vraiment des choses assez incroyables. Alors, peut-on imaginer ce même workflow avec des outils open source type LibreOffice et non Google, ou y a-t-il des impossibilités? Alors, Olivier, effectivement, pour répondre à ta question, c'est plus une logique. Est-ce que ces outils open source peuvent être connectés facilement à des outils no-code? Si c'est le cas, effectivement, tu peux tout à fait utiliser ce type d'outil. On va relancer l'automatisation. Voilà, donc là, effectivement, il a bien vu que le fichier est arrivé dans le dossier. Donc là, il a récupéré le fichier, il l'a téléchargé, et là, il est en train du coup de travailler avec Whisper, la solution d'OpenAI permettant de transformer un audio en texte. Donc on va laisser quelques secondes le temps de travailler. En attendant, je réponds à vos dernières questions. Quelle est la meilleure IA générative? Quelles sont les différences entre ces IA génératives du marché? Alors, c'est une question qui est assez complexe. Je pense qu'il faut plus le voir comme étant chaque solution va avoir des avantages et des inconvénients. C'est un petit peu comme quand vous allez utiliser des solutions pour des serveurs. Chaque solution va avoir ses avantages et ses inconvénients. ChatGPT aujourd'hui est une des solutions qui est la plus utilisée, qui donne on va dire, des possibilités supplémentaires avec les plugins. Le Advanced Data Analytics permet effectivement de faire des analyses plus poussées, de connecter avec des librairies de code. C'est à peu près 400 librairies de code qui sont connectées à ça. Donc effectivement, ça permet de faire des choses assez pointues. Goldbard va être, pour le coup, son plus gros avantage, c'est qu'il va être connecté aux données fraîches de Google. Claude, lui, son plus gros avantage, c'est qu'elle a une fenêtre de contexte. Donc, globalement, c'est le nombre d'informations que vous pouvez mettre à l'intérieur de l'outil quand vous envoyez une instruction, qui est plus importante qu'un ChatGPT, par exemple. Donc, effectivement, ça dépend vraiment du type de tâche que tu souhaites effectuer. Y a-t-il des formations en prompt engineering? Donc, effectivement, j'ai répondu, vous avez la possibilité derrière de vous préenregistrer sur une formation si vous souhaitez. Mais effectivement, à ma connaissance, je ne connais pas aujourd'hui de formations qui sont aujourd'hui reconnues en prompt engineering, reconnues par Pôle emploi ou par l'État. Donc, effectivement, c'est une bonne question. La partie tips en reverse prompting, ce sera plutôt là pour le coup dans la formation si vous souhaitez. Existe-t-il des API pour les ERP? Là, typiquement, la logique de l'API, c'est qu'en fait, quel que soit le type d'outil que tu vas utiliser dans ton workflow, tu peux très bien utiliser un CRM, tu peux utiliser des ERP. Enfin, finalement, si ton ERP peut être connecté à une API ou connecté à des outils low-code ou no-code,
comme par exemple Zapier ou Make, effectivement, tu vas pouvoir créer les différents workflows dont tu as besoin. Donc, je vais retourner sur notre exemple ici. Donc, effectivement, je peux voir qu'il a fini de travailler. Et si je vais sur mon fameux dossier dans lequel j'avais mon enregistrement audio, ici, je peux voir qu'il a créé du coup automatiquement un Google Doc dans lequel, ici, j'ai la retranscription complète, mot pour mot, du vocal. Et donc là, c'est vraiment pour vous montrer qu'effectivement, vous pouvez faire des choses assez incroyables en connectant, en utilisant l'API et en connectant avec des outils low-code ou no-code. OK. Donc voilà, comme je vous disais, effectivement, il reste. Après, il y a encore d'autres niveaux, mais effectivement, c'est des choses qui sont soit plus complexes ou qui prennent plus de temps. Donc notamment le prompt, créateur de prompt, c'est hyper intéressant si par exemple vous êtes confronté à un nouveau cas d'usage et que vous ne savez pas par quel bout commencer, bah, typiquement, vous pouvez transformer ChatGPT en créateur de prompt pour vous permettre d'utiliser ce prompt pour atteindre votre objectif. Donc ça, effectivement, ça, vous avez aussi la possibilité de le faire. Le reverse prompting, c'est que typiquement, quand vous avez un résultat donné, un texte qui a été généré, c'est qu'effectivement, en utilisant le reverse prompting, vous allez avoir des pistes pour vous permettre de trouver le prompt qui a permis de générer ce texte. Vous avez aussi un autre exemple, par exemple, dans Midjourney, vous avez la possibilité, en faisant, pour ceux qui utilisent Midjourney, la fonction /describe et vous envoyez une photo, il va être capable en fait de déterminer les éléments dans cette photo et de vous identifier des premiers éléments à insérer dans un prompt. Et après, la méthode de l'arbre de pensée, moi, typiquement, c'est quelque chose que j'utilise quand, par exemple, je crée des posts LinkedIn. Alors, ça ne me permet pas de créer mes posts de zéro. Ça me permet de mettre en forme des informations que je souhaite transformer en posts LinkedIn et avec des posts LinkedIn qui vont avoir un côté, qui vont garder mon côté humain et qui vont être à la fois performants compte tenu des algorithmes. Voilà, moi, typiquement, j'utilise cette méthode de l'arbre de pensée où il y a à peu près, c'est de mémoire, une quinzaine d'étapes différentes qui permet globalement de passer, avant, je prenais entre 30 minutes et 1h30 pour faire un post LinkedIn. Globalement, avec cette technique, j'arrive à le faire en 10-15 minutes. J'arrive à avoir un post qui est prêt à 80-90%. Et ça me prend voilà, à peu près entre 5 et 10 minutes selon la complexité du post et qui permet voilà, d'avoir des résultats qui sont assez intéressants et qui permettent de gagner beaucoup de temps, notamment quand voilà, il y a une certaine récurrence et que ça peut avoir un impact business pour vous. Bon, ça, je passe, mais effectivement, juste pour vous montrer que effectivement, c'est pas en utilisant de manière intelligente les IA génératives, vous pouvez effectivement avoir de réels résultats. Donc, comme je vous disais, avec la création de mes posts LinkedIn, moi, j'ai réussi là sur globalement les 6 derniers mois, je vais être à pas loin de 4 millions d'impressions sur mes posts LinkedIn. J'ai commencé à créer du contenu en avril, j'étais à peine 4000 followers. Aujourd'hui, j'ai dépassé les 21 000. Comme je vous disais en introduction, j'ai plus de 7800 inscrits à ma newsletter et beaucoup de prospects, de deals que j'ai pu signer grâce à cette création de LinkedIn, assistés grâce aux IA génératives. Mais encore une fois, il faut le faire de manière intelligente. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout automatiser et demander à ChatGPT d'écrire pour soi tous ces posts. C'est plutôt de l'utiliser de manière intelligente pour faciliter la mise en forme en respectant des règles très spécifiques pour permettre d'avoir les meilleurs résultats. Et du coup, ce que je voulais effectivement vous donner en termes de conclusion avant de répondre aux dernières questions, c'est que les IA génératives, globalement, comme je vous disais, on va les retrouver dans beaucoup de produits tech, sur des sites web, des applications mobiles. Vous allez voir que progressivement, par exemple, Carrefour a fait un test pour permettre en fait de générer une liste de courses à partir de recettes. Et donc ça, c'est grâce à la techno d'OpenAI que ça va être quelque chose qui va se démocratiser sur toutes les entreprises, quelles que soient les tailles, du freelance comme aux entreprises du type grand compte.
et que finalement, la maîtrise des IA génératives et donc du prompt engineering va devenir une compétence quasi obligatoire tant que les IA génératives ne seront pas capables finalement de comprendre un petit peu plus le subconscient de ce qu'on souhaite faire. Tant qu'il aura besoin d'instructions précises pour bien fonctionner, ces compétences du prompt engineering restera finalement assez importante. Et la dernière chose, c'est qu'effectivement, il y a un vrai sujet par rapport à la confidentialité des données et sur le déploiement, comme j'en parlais tout à l'heure, de LLM customisés. C'est-à-dire que d'avoir finalement dans les entreprises des chat GPT bis qui fonctionneront grâce aux données ingérées de l'entreprise, donc c'est-à-dire les données de vos clients, toute la connaissance interne sur vos process, vos tickets Zendesk, votre documentation Notion, toute la documentation, les données de vos CRM, etc., etc. Donc tout ça, on va commencer à arriver progressivement sur ce type de besoin au niveau des entreprises.